Des crottes de nez dégueulasses salissent votre maison? Assez! Transformez vos crottes de nez en or sucré avec le crotte de nez mineur de Snozblow. Attachez le crotte de nez mineur à votre visage. Insérez la tête du bras motorisé de décrottage de crotte de nez à lame de diamant dans vos narines. Puis attachez très solidement l'appareil de façon quasi permanente. Et voilà! Pendant les activités de la journée, le crotte de nez Bon matin mes chums, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va s'en faire le tour d'un jeu bien flyé, Revenge of the Savage Planet, ou comme j'aime l'appeler, la revanche de la planète ben pas nette. Ok, j'ai désactivé la version québécoise, je suis vraiment désolé pour ça, pour cette interprétation très douteuse de nos amis outre-Atlantique, mais j'avais vraiment envie de rendre hommage au studio Raccoon Logic. À un moment de honte étant envie de passer, je vais pouvoir vous parler de cette très belle production qui est Revenge of the Savage Planet, suite d'ailleurs de leur premier jeu paru en 2020, Journey to the Savage Planet. Alors ceux qui l'ont fait doivent s'en rappeler, puisque c'était vraiment une belle découverte, pleine d'humour et de générosité. En tout cas, c'était une vraie belle surprise pour ma part. Et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Renaissance, leur agence de relations presse, et que j'ai pu obtenir pour la première fois une clé éditeur grâce à vous, aux abonnés de la chaîne, à vous qui avez largement regardé mes dernières vidéos. Donc je tenais à vous remercier chaleureusement puisque on est aux portes des 1000 abonnés alors que j'ai démarré ma chaîne il y a tout juste 4 mois. Mais pour ceux qui découvriraient la licence, on parle de quel type de jeu exactement? Alors, sorti en 2020, Journey to the Savage Planet nous faisait incarner un employé fraîchement recruté chez Kindred Aerospace, une compagnie un peu douteuse qui nous envoie explorer une planète inconnue, sans vraiment avoir de budget. On y retrouvait déjà tous les ingrédients qui font le charme de cette suite, une DA colorée, un humour complètement barré, un monde extraterrestre rempli de créatures absurdes, et surtout un vrai plaisir d'exploration. C'est un jeu d'action-aventure à la première personne, entre plateforme, combat léger et découverte, avec un petit goût de Metroidvania, et surtout une tonne de secrets bien planqués. Le genre de jeu qui se prend jamais au sérieux, mais qui mine de rien, c'est exactement ce qu'il fait. Alors cette suite reprend tous les ingrédients qui ont fait le charme de ce premier volet. Mais est-ce que les devs ont su apporter de la fraîcheur, de nouvelles idées? Est-ce que c'est un vrai voyage des paysans ou juste une redite un peu twistée? Eh bien on part explorer tout ça ensemble, mais accrochez-vous car l'atterrissage risque d'être musclé, et entre des champignons pétomanes, des dindes hystériques ou des zèbres licornes punk, le comité d'accueil promet d'être mémorable. Plus loin et plus haut. Ce qui saute aux yeux d'emblée quand on démarre le jeu, c'est sa direction artistique chatoyante et colorée. Les éclairages sont soignés, et même si on ne se doute pas de toutes les absurdités qui nous attendent, on découvre avec plaisir cette planète, de prime abord accueillante, sur ce petit bout de plage chaleureux. Et c'est une constante qui va ravir vos rétines sur l'intégralité de l'aventure. À chaque nouvelle planète, vous aurez l'occasion d'admirer des panoramas somptueux, mais également des biomes variés et fouillés, proposant une belle variété dans la faune et la flore. Et le deuxième point qui nous surprend lorsqu'on a fait le premier opus, c'est que la perspective a changé. Si Journey to the Savage Planet nous proposait d'explorer et de combattre façon FPS, sa suite nous place dans un point de vue à la troisième personne. Alors, je me suis posé la question, pourquoi un tel changement? C'est assez radical en termes de développement, et ça demande pas mal d'ajustements, donc du temps, et forcément du budget. Au bout de quelques minutes seulement, j'avais ma réponse. D'une part, ça permet d'avoir une vision plus générale de l'environnement, une lecture plus précise du level design, point que j'aborderai dans la partie suivante, et donc une meilleure appréciation du travail opéré sur la verticalité des planètes. D'autre part, ça nous offre l'occasion de profiter pleinement de toutes les animations du personnage qui ont bénéficié d'un soin très particulier. Que ce soit dans la course, les glissades, la récolte d'objets, les chutes, ou même voir notre personnage patauger dans l'eau, tout est précis et complètement en phase avec l'humour omniprésent. Et ce ton décalé et barré, parlons-en. Évidemment, c'est une notion ultra subjective et par essence clivante. D'ailleurs, l'humour et l'accent québécois peuvent en rebuter certains.
mais on sent une vraie générosité dans la manière dont les devs abordent chaque aspect de leur production. Et concernant ce point précis, ils ne se cantonnent pas à lâcher leurs emblématiques expressions, à nous gratifier de paix bien gras, ou à nous offrir un bestiaire loufoque au comportement hilarant. Cela se ressent également dans l'écriture de Echo, notre drone, qui nous accompagne tout au long de l'aventure et qui parfois se hisse à la hauteur des meilleures punchlines de Claptrap. Petit clin d'œil aux fans de la licence Borderlands, dont je fais partie, qui doivent être impatients de poser les mains sur le 4ème épisode prévu en cette fin d'année. Mais rassurez-vous, les devs ont pensé à vous qui n'êtes pas friands de leur humour. Et vous avez une option qui vous permet de choisir la fréquence des dialogues de Echo, quitte même à la désactiver complètement. Les devs se sont également amusés à écrire des tonnes de descriptions grotesques sur la faune et la flore, grâce à un scanner qui nous permet d'alimenter un Kindex, point que j'évoquerai dans la deuxième partie. Et j'en veux pour preuve ce type de référence. Sur la deuxième planète, on tombe sur un cadavre de scarabée géant, et lorsqu'on le scanne, on peut lire que c'est Jean Lénon, cadavre d'un guerrier tombé au combat. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, le scarabée c'est Beetle en anglais. Et des clins d'œil comme ça, il y en a une tonne. Je pense aussi à ces sortes de larves qui servent à nourrir un arbre mandragore et dont les gloussements rappellent étrangement le bruit des ghasts dans Minecraft. Enfin, pour clore ce point sur l'esprit barré du studio, vous aurez eu l'occasion de débloquer plus d'une vingtaine de fausses pubs complètement débiles qui reflètent vraiment leur état d'esprit et l'ambiance qui doit régner dans leur équipe. Alors oui, c'est potache, c'est absurde, mais si vous aimez les univers qui ne se prennent pas au sérieux, sans jamais bâcler leur fond, vous allez kiffer. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir parler exploration, combat, puzzle et level design. Et croyez-moi, la boucle de gameplay est vraiment satisfaisante. Garde d'or sur ton haleine si douce. Le lien que j'ai pour toi, Frimousse, est plus fort que le roquefort. Murmure pour Frimousse, un parfum pour Frimousse. Alors ok, le jeu est très joli et mignon, mais ce qui rend Revenge of the Savage Planet aussi agréable à jouer selon moi, c'est l'exploration, qui est vraiment au cœur du game design. La liberté de se perdre dans les environnements de chaque planète, mue par cette curiosité presque enfantine de se dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas ?» Le level design est suffisamment malin et bien appréhendé par le studio pour nous faire miroiter tous les secrets planqués lorsque l'on arrive dans une nouvelle zone. Chaque planète propose de nombreuses régions qui ont toutes leur lot de surprises, de bestioles loufoques et qui s'offrent même le luxe parfois de twister le biome général de la planète. Vous disposerez dès le début de l'aventure d'un scanner qui vous permettra de tout répertorier. Ce sera l'occasion de lire des descriptions barrées, mais également d'assouvir votre potentiel collectionnite aigu. Et je sais de quoi je parle. Pas d'inquiétude cependant pour celles et ceux qui y sont allergiques, rien n'est obligatoire à ce niveau-là. Même au niveau des trophées, la complétion du Kindex reste purement accessoire, dédié à votre unique plaisir. Mais l'exploration ne serait peut-être pas aussi addictive si le studio n'avait pas saupoudré l'expérience d'une grosse couche Metroidvania. Ne vous attendez pas à pouvoir poncer chaque planète à 100% dès votre premier passage. Vous allez débloquer au fil de votre aventure des accessoires et compétences qui vont vous permettre d'explorer de nouvelles zones, mais également d'accéder à des secrets totalement optionnels et même envisager les combats sous un autre angle. Et je reviendrai sur ce point dans la partie suivante. De plus, ces compétences vont également impacter votre capacité de déplacement, ce qui est un autre point fort du jeu à mon sens. À votre arrivée sur Stellaris, votre première planète, vous n'avez qu'un saut simple. Et c'est déjà agréable de se mouvoir car les animations sont fluides et agrémentées d'un sound design solide et précis. Mais par la suite, si vous explorez bien, vous serez gratifié d'un grappin, d'un saut chargé, et vous pourrez même effectuer jusqu'à 4 sauts consécutifs. Alors je ne fais qu'effleurer les possibilités qui vous seront offertes, et je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Mais croyez-moi, revisiter les premières planètes avec nos nouvelles compétences, c'est du fun en barre. Et c'est dans ce parfait terrain de jeu que les nombreuses espèces aliens prennent place. Autant le dire sans embâge, elles sont une vraie réussite. Elles sont évidemment toutes designées pour coller au côté déjanté et absurde du jeu, mais il y a également une vraie réflexion autour de leur implémentation, que ce soit dans leur comportement général, leurs capacités et faiblesses élémentaires, et même leurs interactions envers les autres espèces endémiques. Tout est régi par des systèmes qui fonctionnent bien et qui sont cohérents. Ça vous encourage à tester toutes sortes de situations, un peu comme Zelda Breath of the Wild vous apprend à le faire. Alors, la comparaison est marginale. On ne dispose pas d'autant de liberté, mais ça me permet de souligner les efforts de Raccoon Logic pour rendre leur titre fun et varié.
Évidemment, si les toutes premières créatures que vous rencontrez sont pacifiques, vous allez très vite tomber sur des spécimens hostiles. Et c'est là que la dimension combat va prendre tout son sens. Là encore, c'est un point maîtrisé par le studio. Vous aurez plusieurs armes à votre disposition, en plus des interactions systémiques, pour vous débarrasser des espèces agressives. Vous aurez également la possibilité de les capturer afin de les entreposer à votre base. Dans des hangars dédiés qui reproduisent les conditions de leur habitat. Ça vous permettra par la suite de les étudier et d'en tirer des avantages de gameplay ou de cosmétiques. C'est vraiment humide. Souviens-toi que je vais pouvoir disséquer, étudier et réassembler, quasiment comme avant, chaque créature que tu vas m'emmener. Puis ça devrait nous être utile, hein? Au-delà de la pure satisfaction des expériences scientifiques. Et ce point constitue un des autres leviers d'exploration, car vous aurez l'opportunité de trouver plusieurs parties de tenues afin d'habiller votre personnage. Il y a un peu moins de 20 tenues à débloquer et une bonne palanquée de palettes de couleurs pour les personnaliser. Ce qui me permet de clôturer cette partie en évoquant un autre des aspects du jeu, la mécanique qu'on appelle housing. Derrière ce terme anglophone, on retrouve la possibilité d'aménager un lieu qui nous appartient, ici c'est notre vaisseau, en y plaçant des objets, des meubles ou des éléments de déco. Ça n'a aucun impact sur le gameplay, mais pour les joueurs qui aiment personnaliser leur petit coin, c'est toujours un petit plaisir bonus. Et pour ceux qui apprécient, il y a même une quête secondaire loufoque qui est consacrée. Avant d'acheter de nouveaux éléments, il va falloir vous procurer des Alta Bucks, soit en trouvant des caisses sur les planètes, Une caisse de coupons remplie de bons d'achat pour des Altabox. en répondant à des questionnaires stupides qui brisent le quatrième mur sur votre ordinateur personnel, ou en réussissant des objectifs de quête. Alors, vous l'aurez compris, en termes de gameplay pur, le jeu ne manque ni de générosité, ni d'idées intéressantes. Mais ce bel ensemble peut vite s'écrouler si la technique ne suit pas. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant: fluidité, interface, qualité de vie, coop, tout ce qui peut rendre l'expérience agréable ou parfois un poil plus rugueuse. En premier lieu, j'aimerais vous parler de la coop, car oui, le jeu est jouable entièrement à deux, online, mais même en local, en écran partagé. Et c'est une excellente feature offerte par les Québécois, car si le split screen était monnaie courante dans les années 90 et début 2000, cette option a malheureusement progressivement été grignotée par l'avènement des débits internet galopants, qui ont conduit les jeux à proposer de la coop uniquement online pendant de longues années. Et depuis quelques temps, certaines productions, comme l'excellent It Takes Two paru en 2020, ont progressivement remis le couch gaming au centre du fun des jeux coop. Et c'est une vraie bonne initiative selon moi. Évidemment, tout n'est pas rose. Tout d'abord, la progression n'est pas partagée. Seul l'hôte fera avancer sa partie, ce qui relègue son comparse à un simple sidekick de circonstance plus qu'à un véritable partenaire. De plus, en écran splitté, la technique est un peu mise à mal. Car si le jeu reste lisible et plutôt joli, c'est la fluidité qui va en pâtir. J'ai également noté, mais c'est beaucoup plus marginal, que les options sont partagées entre les deux joueurs. Je m'explique. Petit exemple. Je joue systématiquement avec la caméra inversée sur l'axe Y. Ouais, je suis un vieux de la vieille. Eh bien, l'autre joueur ne peut pas avoir ses propres réglages. Ils sont communs. Alors, j'espère vraiment que ce sera pâti à l'avenir. Je parlais de la technique, on va explorer un peu plus cette partie. Faut savoir que j'ai fait le jeu sur PS5 Pro et qu'il n'y a pas de choix de mode d'affichage. Alors, on ne peut pas favoriser la qualité ou la fluidité comme dans la majorité des jeux. Les développeurs ont souhaité proposer une unique version de leur jeu afin de mieux maîtriser la façon dont les joueurs vont profiter de l'expérience. En soi, c'est pas un choix qui me dérange, mais je préfère le souligner car je sais que c'est un point important pour certaines personnes. Et je me dois également de vous dire que le jeu ne tourne pas à 60 fps, tout du moins pas de manière constante. Ceci étant dit, ce n'est pas vraiment problématique, car il n'y a pas de gros drop de framerate, et moi qui suis un fervent partisan du 60 fps en temps normal, je n'ai ressenti aucune gêne ni aucun inconfort de ce point de vue-là. Je tiens à vous rassurer tout de même, le jeu est bien fini, il a bénéficié d'un soin presque maternel de la part de Raccoon Logic. C'est polish, c'est bien équilibré, et j'ai rencontré aucun bug notoire.
Et très honnêtement, à l'heure où la quasi-totalité des jeux AAA n'arrivent pas à sortir finis, engorgés dans des deadlines infâmes d'actionnaires peu scrupuleux, ça fait du bien de découvrir un produit bichonné par ces développeurs qui sont leurs propres éditeurs. Je dédie vraiment un immense big up à la team pour leur travail passionné. Toutefois, ça reste une petite équipe. Ils sont une petite trentaine à avoir bossé pendant 5 ans sur ce projet, et forcément, on peut pas s'attendre à avoir beaucoup d'options de qualité de vie. Allez, je cite rapidement quelques points que j'ai relevés. Il n'y a pas de mode photo, pas d'option pour masquer la TH, pas de possibilité de placer des marqueurs personnalisés sur la carte, on peut pas voir dans le Kindex quelle créature on a capturé ou pas. Je trouve que la carte mériterait de pouvoir identifier les spots où on peut récolter des ressources consommables comme la lave, le blob vert ou les grenades, ou encore quand on parcourt les menus, on peut pas faire défiler rapidement une liste en maintenant la flèche directionnelle. On est obligé d'appuyer à répétition sur un bouton et ça peut vite devenir agaçant. Enfin, c'est vraiment marginal. Mais je pense que c'est bien de les relever pour encourager les développeurs à peaufiner leurs futurs titres. Enfin, et pour clôturer cette partie, parlons de la durée de vie. Pour finir le jeu en ligne droite, comptez 10-12 heures. Mais sachez qu'il y a 2 fins. Et pour obtenir la deuxième fin, vous allez devoir bien plus explorer, trouver des sanctuaires cachés et effectuer des épreuves plutôt cool au passage, pour finir par affronter un boss totalement optionnel qui est bien plus énervé que les autres et que je trouve assez cool. Comptez à ce moment-là plus une bonne quinzaine d'heures de jeu. Et enfin, si vous comptez le finir à 100%, débloquer tous les trophées, ce sera plus proche de la vingtaine d'heures. Regardez mon compteur, moi j'en suis à 24, sachant que j'ai flâné, que j'ai perdu du temps avec les captures et que je suis monsieur AFK par excellence. Bon, en somme, le jeu est ramassé et c'est une excellente chose. Il n'y a pas de fioritures, le rythme est bon, on ne s'ennuie pas de remplissage vomitif, c'est une expérience pleine et cohérente et pour ça, encore une fois, les développeurs ont fait du bon travail. Bon allez, il est grand temps de passer à la conclusion. Revenge of the Savage Planet, c'est pas le genre de jeu qui va révolutionner le média, mais c'est exactement le genre de jeu qui nous rappelle pourquoi on aime explorer des mondes imaginaires. Le titre de Raccoon Logic est soigné, passionné, il se concentre sur peu de choses mais il les fait bien, il ne fait pas de promesses qu'il peut pas tenir et son contenu est offert sur un plateau que l'on peut déguster comme des goinfres en l'engloutissant en une dizaine d'heures ou en le savourant, chose que j'ai faite, en le finissant à 100% et en profitant de toutes les petites surprises qu'il nous a concoctées. Il mélange habilement une DA colorée et mignonne, un humour satirique et absurde, un gameplay rodé qui s'exprime à merveille dans un monde bien construit qui met l'exploration au cœur de l'expérience. Je le rappelle, mais le studio canadien ne compte qu'une trentaine de personnes et ils sont leurs propres éditeurs. Ils ont donc pu mettre tout l'amour et la tendresse qu'ils souhaitaient dans ce projet et ça se ressent à chaque instant. Évidemment, il a quelques petits défauts, comme une fluidité pas toujours optimale, une approche de la qualité de vie peu présente, un système de coop bienvenu mais qui manque un peu de finition en écran splitté, mais franchement, c'est une goutte dans l'océan de bonnes vibes que dégage le jeu. En somme, si vous avez fait le premier jeu, foncez tête baissée. Vous allez passer à coup sûr un très bon moment. Et si vous découvrez la franchise, vous avez maintenant toutes les clés en main pour savoir si ça peut vous correspondre. Et pour ma part, c'est une très belle expérience qui place Raccoon Logic dans mon fichier Excel des studios à surveiller. Oui, j'ai ça, quand ils sortent un nouveau jeu. Allez, maintenant c'est à votre tour d'agir. Est-ce que vous avez fait le premier jeu? Est-ce que celui-ci vous sauce ou au contraire vous êtes complètement hermétique à ce type d'univers? N'hésitez vraiment pas à poster dans les commentaires, je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Tant que je peux le faire, je le ferai. D'ailleurs, on s'approche à grands pas des 1000 abonnés, et peut-être que ce test me fera passer ce palier symbolique. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur, pour vos messages toujours bienveillants. Ça me donne beaucoup de force pour la suite. D'ailleurs, si vous souhaitez que je puisse couvrir d'autres jeux avant leur sortie, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à partager la vidéo, mettre un petit like, tous ces petits riens pour vous, mais qui changent beaucoup pour la chaîne. Je bosse actuellement sur d'autres vidéos, qui devraient arriver assez vite, j'espère que ça vous plaira, mais bon en attendant, je vous fais des bisous, portez-vous bien, et on se retrouve vite sur la chaîne. Bye.